Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème plutôt de la finance personnelle, comment gérer un compte bancaire de manière optimisée. Alors aujourd'hui on a toujours des personnes qui n'ont pas encore la capacité de gérer de manière optimisée un compte bancaire ou plusieurs comptes bancaires. Bien entendu là je vais commencer plutôt par la gestion d'un single, donc plutôt simple compte bancaire. Après bien sûr plus on rentre dans la complexité, investissement immobilier, investissement business, société, etc. Plus on sera multi-bancarisé, donc on aura plusieurs comptes bancaires et en plus de ça, des fois qu'on est amené à vivre à l'étranger, donc comme moi ou comme toi qui est expatrié, tu auras la nécessité de gérer des comptes bancaires en France, en euros, en USD, en Hong Kong dollar, etc. Donc je vais rentrer dans le détail je vais commencer par le simple et je vais aller dans l'un peu plus compliqué en 12 points. Donc la première chose, j'ai envie de dire, avant même de rentrer dans la partie finance, si on se met à la place d'un pilote d'avion ou d'un chauffeur ou j'ai envie de dire d'un pilote de rallye ou d'un pilote de Formule 1, qu'est-ce que ces personnes ont besoin? Ils ont besoin d'instruments de bord, ils ont besoin d'un tableau de bord. Donc la première chose à faire, ce sera exactement la même chose en finance. La première chose que tu dois faire, et si ce n'est pas le cas, il faut absolument que tu le fasses, c'est avoir ton tableau de bord personnel, c'est-à-dire traquer tes entrées et tes sorties d'argent. Donc ça c'est très simple. Alors je ne vais pas dire c'est très simple, mais les banques le proposent et tu n'as pas forcément besoin de rentrer dans des macros Excel ou du code Python extrêmement difficile. Il suffit tout simplement d'aller sur ton interface web, d'extraire en CSV, fichier CSV, les entrées sorties au mois par mois et tu mets ça dans un fichier que tu vas alimenter tous les mois. Donc tous les mois, à la fin du mois, il faut que tu saches, faut que tu aies toutes les lignes des entrées par date, entrée, sortie. À la fin du mois, est-ce que tu as plus d'entrées ou est-ce que tu as plus de sorties? Une fois que tu as ça et que tu vas traquer ces informations sur le long terme, donc moi sur le long terme par exemple, je pense que je le fais personnellement depuis plus de 15 ans, facile. J'ai pas la date exacte, mais je sais que je le fais depuis plus de 15 ans facile. Et moi, en fait, personnellement, je sais exactement l'évolution des dépenses que j'ai eues sur les dernières années. Bien entendu, plus on a intrinsèquement, plus on a des revenus qui augmentent, plus malheureusement on dépense. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça sur les pourquoi du comment. Bon, bref, l'important c'est de traquer ses dépenses, entrée, sortie, et tu fais ça tous les mois. Et tous les mois et toutes les années. Ensuite, quelle est la nécessité de faire ça? Une fois que tu as ton tableau de bord avec tes entrées-sorties, est-ce que tu dépenses plus que tu as d'entrées? La deuxième partie, donc ça c'est le point numéro 2, ça va être l'analyse. Est-ce que tu as plus d'entrées ou plus de sorties? Donc si tu as plus d'entrées d'argent, c'est-à-dire que tu sais épargner ou que tu as des revenus qui te permettent d'avoir un reste à vivre positif. Dans le cas contraire, si tu as moins d'entrées mais plus de sorties, c'est que tu es grosso modo en phase déficitaire. Donc quel est le problème et pourquoi tu dépenses plus que ce que tu fais rentrer grosso modo sur ton compte? Bien entendu, toujours sur le point numéro 2, si tu as plus d'entrées que de sorties, la question également à te poser, c'est comment est-ce que tu peux faire pour augmenter ces entrées pour justement avoir une croissance financière. Ensuite, point numéro 3, donc je viens de grosso modo le dire, donc si tu as plus d'entrées, comment faire pour augmenter ces entrées d'argent? Je rentrerai un peu plus dans le détail dans un point qui va venir plus tard et notamment le point qui est très important, c'est si tu as moins d'entrées, comment est-ce que tu fais pour stopper l'hémorragie? Donc des fois en analysant les comptes, on voit que finalement on paye des memberships qui sont non utilisés et qui font en fait tout simplement dépenser de l'argent pour zéro valeur ajoutée. Donc est-ce qu'il y a possibilité de couper ces memberships ou peut-être que, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais je connais des gens qui ont des motos, qui ont une moto, un scooter, qui ont une voiture mais qui ne savent pas où la garer et finalement quand ils font la comptabilité, ils se rendent compte qu'ils ont dépensé énormément dans soit le garage, la maintenance plutôt que le fait d'utiliser la voiture pour avoir un effet bénéfique en retour. Point numéro 4, éviter les frais bancaires et jouer sur la concurrence. On sait qu'on a des banques, parfois sans rien faire, sans même utiliser le service de la banque, en utilisant uniquement le custodian de la banque, il y a des fees qui peuvent être de 25, 27, 30 euros. Voilà.
Des fois, il y a d'autres banques qui n'ont pas ces types de frais. Donc, ne pas hésiter à jouer sur la concurrence pour essayer de réduire ses frais. Et bien entendu, tout ce qui est agio, etc., il est important de bien gérer ses comptes pour ne pas être justement à découvert ou autre pour payer des frais d'agio inutiles. Et bien entendu, dans tout ce qui est frais de compte bancaire, etc., je ne prends pas on va dire, en compte le fait d'avoir pris un crédit immobilier dans une banque et en contrepartie de payer des frais qui ont été négociés avant même d'avoir un prêt immobilier. Je donne un exemple, j'ai fait un prêt immobilier avec une banque, la banque m'a donné une carte, je crois que c'est une carte Gold, la carte Gold je l'ai utilisée 2 fois en 4 ans, bon elle me coûte 27 €, mais c'est l'accord que j'avais eu avec cette banque pour lever 350 000 €. Donc lever 350 000 € pour payer 30 € de frais à la banque, moi personnellement ça ne me dérange pas. Par contre, si tu payes 25 €, 30 € de frais, mais que derrière tu n'as pas de crédit immobilier, grosso modo, tu n'as pas utilisé un service qui te permette toi d'entrer en croissance, c'est quelque chose qui n'est pas optimisé. Point numéro 5, réduire les dépenses et les pertes. Encore une fois, là on rentre dans la partie un peu que j'ai évoquée tout à l'heure sur tout ce qui est achat impulsif aberrant, notamment tout ce qui est dans l'assainissement des comptes. Se séparer de tous les investissements qui ont pu être faits dans le passé et qui, grosso modo, te rapportent pas d'argent et en plus de ça, qui te font perdre de l'argent. Je te donne un exemple. Tu as acheté un bien immobilier avec une mauvaise rentabilité. Tu as mis beaucoup d'émotionnel dans cette transaction. Aujourd'hui, tous les mois, ce bien immobilier te coûte de l'argent. Tu ne sais pas quoi en faire. Tu n'arrives pas à le louer. Bref, sépare-toi de ce bien immobilier. Prends la décision de vendre ce bien immobilier, de tourner la page définitivement et de repartir sur d'autres opérations beaucoup plus rentables, beaucoup plus agressives. Je prends un autre exemple de personnes qui n'auraient pas fait d'achat immobilier, on va dire pas terrible, etc. Encore une fois, c'est l'achat de voiture, l'achat de moto. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une moto et d'un scooter? Je connais quelqu'un sur Hong Kong, il a une moto, un scooter. Il les utilise jamais et il paye une place de parking, 2 assurances. Il a toujours des problèmes, il est toujours là en train de les emmener chez le garage pour faire de la réparation parce que notamment sur humide, le climat est très humide. Donc voilà, moi personnellement, à chaque fois que je le vois, je lui dis est-ce que tu as toujours tes 2 motos? Il me répond oui avec le sourire alors qu'il sait qu'il doit s'en débarrasser, limite de les jeter à la benne parce qu'il les utilise jamais et qu'à Hong Kong, les transports sont tellement optimisés que tu n'as pas besoin de moyens de transport. Je donne un autre exemple. J'ai une personne toujours sur Hong Kong. Il a acheté une voiture, et en l'occurrence une Porsche. Il paye un parking, il paye une assurance, il y a toujours des problèmes. À un moment donné, il veut la vendre, personne ne veut lui acheter parce que sur Hong Kong, comme les places de parking sont, je crois qu'il y a des places de parking à plus de 500 000 $, c'est compliqué à garer une voiture, personne ne veut acheter un véhicule. Donc la dernière fois, ce qu'il m'a dit, c'est grosso modo, il avait mis une annonce, il avait un potentiel client qui voulait lui acheter à la frontière de Hong Kong et de Shenzhen. Il me disait, si la personne négocie la voiture, il lui donne la voiture gratuitement. Tellement la voiture qui pensait être un actif s'est avérée être un passif qui lui coûte de l'argent tous les mois. Donc il est amené à être dans une situation où sa Porsche, il veut la jeter à la poubelle et la donner gratuitement et pas sûr que la personne en face puisse lui prendre même gratuitement. Donc voilà, évitez les achats qui ne servent à rien en fait. Donc si tu as besoin d'une voiture parce que tu as besoin de te déplacer, tu es dans une zone où il n'y a pas d'axe routier, bon, axe routier, il faut quand même exagérer, mais d'axe de transport, métro, tramway, etc., je comprends. Par contre, si tu es dans une zone où il y a des transports et que tu peux payer grosso modo un ticket de bus, par exemple, là je suis à Shanghai, j'ai pris le train pour faire 400 km, ça m'a coûté littéralement 3 €. Donc, est-ce que j'ai besoin d'acheter une voiture? Non. Voilà, donc assainir ses comptes et se séparer des investissements passés qui te font perdre de l'argent, qui te coûtent de l'énergie, des soucis, etc. Donc assainissement des comptes. Ensuite, augmenter ses entrées d'argent. Donc si tu es dans une phase où tu as déjà plus d'entrées que de sorties, donc c'est déjà bien. Et ensuite, il y a un concept notamment qui vient des États-Unis, c'est S&P 500 versus S&P 500. Donc S&P 500, c'est quoi? Donc c'est grosso modo, c'est un indice qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations aux US. En général, les personnes investissent dans des ETF et l'ETF avec la croissance va te donner du 10, 15, 20%, etc. Le S&P 500, c'est quoi? C'est au lieu d'investir dans des actifs financiers, tu vas investir dans ton actif de connaissances. C'est-à-dire tu vas acheter des formations, tu vas lire des bouquins, e-learning, etc. pour faire en sorte que la croissance de ces formations t'apporte sur le long terme une croissance financière.
Pourquoi? Parce que comme tu t'es formé, tu vas peut-être changer de travail, tu vas avoir des connaissances qui vont te permettre de créer un business et tu vas générer de la croissance financière qui va te faire gagner de l'argent et avoir plus d'entrées que de sorties. Ensuite, point numéro 7, il y a des dépenses qu'il faut considérer comme des investissements. Et je vais en citer notamment 4. Donc le premier, c'est la nourriture de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'en se nourrissant de bonne qualité, de manière correcte, tout simplement, on va être en meilleure santé, on va vivre plus longtemps dans de meilleures conditions et le fait de vivre en meilleure santé dans de bonnes conditions vont permettre de faire tourner la machine et de continuer à faire du business, à travailler plus longtemps, à générer grosso modo de la croissance financière. Donc la nourriture, très important. Le sport, très important. Si tu n'as pas la capacité de te payer une salle de sport, qui peut être le cas notamment dans certains pays où les salles de sport sont extrêmement chères. Pour info, à Hong Kong, une salle de sport, c'est pratiquement 150 € par mois. J'ai vu des salles de sport aux États-Unis où c'est plus de 1500 $ par mois. Sachant qu'à Hong Kong, il y a des salles de sport, on va dire luxe où faut lâcher également plus de 1000 $. Je parle de US dollars par mois. Donc si toi tu es dans une zone où tu n'as pas la capacité de payer des salles de sport avec un gros montant, n'hésite pas à faire du sport dans des parcs, dans des grosso modo, des fois il y a des universités qui ouvrent leur stade pour courir, faire du sport, etc. N'hésite pas à en profiter. Bien entendu, il y a les salles municipales. Donc nourriture, sport, logement j'ai envie de dire décent, mais avec modération. Pourquoi? Donc vivre dans un bon logement, c'est très important. Par contre, ne fais pas l'erreur, comme pas mal de personnes que je vois malheureusement sur Hong Kong, que j'ai vu aux États-Unis et que j'ai vu à Londres, des personnes qui ont un appartement, dès qu'ils ont une augmentation de salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un appartement beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Le jour où ils se font virer, ils sont obligés de quitter leur appartement et de quitter Hong Kong pour aller en Thaïlande ou aux Philippines parce qu'ils n'ont plus les moyens et qu'ils ont cramé tout leur cash. Donc si tu as des augmentations, garde cet argent, tu vas investir soit dans des formations, dans des actifs financiers ou dans des programmes immobiliers, etc. plutôt que de cramer ton argent pour essayer de flamber auprès de tes copains. Et c'est exactement le même motif et la même raison que les personnes qui ont 2 motos ou une Porsche. À un moment donné, ils ont voulu flamber et 10 ans après, ils le regrettent et ils viennent me demander des conseils. Et point numéro 4, la formation, donc le SNMI. Très important de lire des documents, des livres. Maintenant, il y a des applications qui permettent d'écouter des livres audio comme Audible. Moi, personnellement, par an, je crois que j'écoute plus d'une vingtaine de livres audio. C'est un objectif que je me suis mis, vingtaine minimum. Et c'est très important de se former pour utiliser ses connaissances et optimiser sa croissance financière. Donc, ça, c'était le point numéro 7. Donc, je passe au point numéro 8, éviter les achats impulsifs. Donc moto, scooter, voiture. Je ne parle pas de personnes en Floride qui s'achètent des bateaux. Bon, il y a quelques personnes, oui, ils ont très bien réussi en crypto, donc ils peuvent se permettre d'acheter un bateau et de cramer 1 million de côté. Mais toi, si tu n'as pas fait 15 millions via une IPO ou parce que tu as créé ton entreprise et tu es principal stakeholder, shareholder de ton entreprise, ne va pas acheter des choses qui sont complètement impulsifs et qui vont te coûter de l'argent sur le long terme. Donc bateau, voiture, moto, scooter, etc. on oublie. Ou des fois quand tu passes devant un magasin et que tu dis « Ah mais je vais acheter ça, etc. » réfléchis-y à 2 fois avant de faire cette dépense. Point numéro 9, épargner et investir dans des actifs à proportion liquide. Pourquoi? Donc proportion liquide, c'est quoi? C'est tu achètes un actif, le fait d'avoir une liquidité de cet actif, c'est que lorsque tu as besoin de t'en séparer pour avoir grosso modo du cash, tu as la possibilité de vendre très rapidement. Je te donne un contre-exemple d'un actif qui n'est pas liquide. Tu pars dans une SCPI ou dans un bien immobilier, tu veux le vendre tout de suite, en fait tu ne vas pas trouver un acheteur. Là maintenant, bien immobilier, il te faut quoi? Entre 4 et 6 mois pour vendre un bien immobilier parce que les process sont longs. Une SCPI, des fois, selon le modèle de la SCPI, il faut que tu attendes que tu aies un nouveau entrant qui rachète ta part pour toi vendre la tienne. Donc tu es sur des actifs qui ne sont pas liquides. A contrario, la bourse, les ETF, etc., tu as besoin de vendre, le marché est ouvert, tu vends, c'est liquide. Donc, il est important d'avoir une proportion d'investissement liquide. Pourquoi? Parce que si demain, il t'arrive quoi que ce soit, tu te fais virer de ton job ou tu as un problème de santé, tu ne peux plus travailler, mais qu'à côté, je ne sais pas, tu dois payer des impôts ou tu as des charges à payer urgent, mais que tu n'as pas les moyens, tu es complètement bloqué.
Ensuite, point numéro 10, se former régulièrement pour augmenter ses revenus. Ça, j'en ai parlé, SNMI, donc viser une croissance sur le long terme. Bon, on le sait très bien, les personnes qui ont fait des études, en général, tu payes une école, tu as un bon diplôme. En général, ce diplôme-là va te permettre sur le long terme d'encaisser des salaires sur le long terme qui vont complètement, en termes de rentabilité, exploser le montant investi qui t'ont permis de te former à l'école ou à l'université. Par exemple, à l'étranger, on a des écoles qui sont quand même payantes, lycée français, etc. Il faut payer, mais une fois que les personnes sortent donc, du lycée français ou grosso modo école de commerce, école d'ingénieur, université, ils rentrent dans une entreprise, soit ils ont un gros poste, soit ils créent leur entreprise et derrière, les revenus qui sont générés par ces jobs-là vont exploser les dépenses qui ont été investi pour se former et s'éduquer. Donc très important la formation, ne jamais négliger. Moi souvent je vois des gens qui ne veulent même pas se former sur eux-mêmes. Je donne un exemple d'une personne qui me parlait, bon c'était un thème un peu spécifique, mais je lui ai dit voilà, forme-toi, paye une formation d'un expert, etc. La personne n'a jamais voulu dépenser 1000 balles pour se former. Alors qu'en fait, peut-être qu'en dépensant 1000 balles, il aurait gagné 10 000, 100 000, 1 million, on ne sait pas. Bref, ne pas hésiter à se former, bon, formation de qualité, etc. Mais sur le long terme, ça payera. Ensuite, point numéro 11, si multi-compte, viser la rentabilité sur chaque compte. Je donne un exemple, tu as un compte bancaire. L'idée, c'est d'avoir plus d'entrées que de sorties pour éviter de faire des virements entre comptes parce que c'est chiant à faire. Si tu as plusieurs comptes, admettons tu as 6 comptes, le fait d'être rentable sur chaque compte va te permettre tout simplement d'être serein et d'avoir une gestion tout à fait automatique de ces comptes. Et bien entendu, si tu as des comptes multi-devises, ça t'évite le fait d'être rentable sur chaque compte, t'évite de faire des virements USD, dollars, via Wise, c'est compliqué, il y a des fees, etc. Bref, être rentable sur les comptes pour éviter une gestion qui prend du temps et qui peut générer du stress. Point numéro 12, le point, j'ai envie de dire, le plus important, c'est le stress test et le plan de résilience béton. Plan de résilience, c'est quoi? C'est demain, alors je te dis, tu as une application informatique qui est hébergée sur un serveur, le serveur crash, normalement, l'application est capable d'utiliser un second serveur. Donc, plan de résilience. Je te donne un exemple, tu as une voiture, tu crèves une roue, tu changes ta roue de secours, tu es résilient, tu peux toujours continuer à avancer. Si tu n'es pas résilient, c'est que tu n'as pas fait les choses correctement. Donc première chose qu'il faut savoir, c'est en fonction de ton job ou de ton activité, combien est-ce que tu touches par jour. Ensuite, combien tu dépenses par jour en incluant toutes les charges incluses. Et bien entendu, en fonction de ces éléments-là, tu vas pouvoir savoir combien te coûte grosso modo une journée de ta vie. Est-ce que tu es en croissance, c'est-à-dire est-ce que tu gagnes plus que ce que tu dépenses ou est-ce que tu dépenses plus et du coup en fait tu es une charge pour toi-même. Bien entendu, combien tu touches par jour avec toutes les charges incluses vont te permettre de te dire, et en fonction de l'épargne que tu as sur tes comptes, si demain tu es viré du jour au lendemain, combien de temps tu vas pouvoir tenir sans entrer dans une faillite financière. Donc ça, c'est important de savoir. Si la réponse à la question est moins de 3 mois, c'est que tu es en extrême danger financier et il faut faire attention. Sachant que moi, je parle plutôt là pour les personnes expatriées qui, bien entendu, il n'y a pas de programme social comme on peut avoir en France. En France, tu es renvoyé, tu as quand même le chômage 2 ans, etc. Bon, à l'étranger, tu es viré, tu es seul au monde. Aux États-Unis, à Hong Kong, etc., tu as rien. Donc voilà, est-ce que tu peux tenir 3 mois ou pas? Si c'est moins de 3 mois, il faut travailler dessus via les points précédents que je te donnais. Et je vais rebondir sur un dernier point, c'est en fonction de ces informations-là, est-ce que tu es fragile ou anti-fragile? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, sur ces informations, notamment, je rebondis sur un livre qui est très intéressant, c'est le livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb, livre très intéressant. Et grosso modo, un de ces points, notamment sur l'antifragilité, c'est quel est ton stress par rapport aux variations et aux volatilités des événements. Je te donne un exemple. Par exemple, en finance, bon, c'est un peu compliqué, là on est plutôt sur la partie options, finance de marché, etc. En finance, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand on est Vega
gamma positif, on tire profit de la variation et de la volatilité. A contrario, quand on est Vega gamma négatif, on est préjudiciable par rapport à tout mouvement de volatilité et de variation. Donc je vais rentrer dans le détail parce que c'est peut-être compliqué. Donc en gros, ce que dit Nassim Nicolas Taleb, c'est quoi? C'est que lui, en fait, il a fait grosso modo un tableau avec 3 paramètres qu'il appelle des triades. Donc est-ce que tu es fragile? Est-ce que tu es robuste? Est-ce que tu es antifragile? Donc fragile, c'est quoi? Il fait une comparaison avec Damoclès. Donc Damoclès, dans la mythologie grecque, c'est quoi? L'épée de Damoclès, le transperce, il est terminé. A contrario, le phénix, qui lui est robuste, le phénix crame, demain il peut se régénérer, mais il n'est pas plus fort qu'avant, il a juste récupéré son état d'avant. Et par contre, l'antifragilité, c'est quoi? C'est tu as un problème, tu te régénères et tu es beaucoup plus fort. Et il prend l'exemple de l'hydre qui se fait couper la tête et qui a 2 têtes qui repoussent. Et grosso modo, c'est quoi? Si tu es dans une situation fragile où financièrement tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas de revenus qui couvrent tes dépenses, etc., tu seras dans une situation à haut risque et à un stress averse dans toute situation de volatilité et de variation de revenus notamment. Tu seras en mode stress post-traumatique lorsque tu n'auras pas de revenus et tu auras bien entendu une absence totale de redondance financière, c'est-à-dire que si demain on te coupe ton salaire, tu seras en difficulté sans redondance parce que tu n'auras pas d'autres sources de revenus alternatives. A contrario, donc là je passe à la partie robuste, donc le phénix. Donc le phénix a un problème, il peut se régénérer, par contre il garde l'état d'avant, c'est-à-dire il ne va pas gagner en force, puissance, etc. Au niveau de la partie risque, donc sur la partie robuste, le scénario robuste, on a une situation de risque qui est faible. C'est-à-dire que si une personne a un problème, de par le fait qu'il a de la redondance, en fait, va pouvoir continuer à vivre correctement sans stress, sans choc post-traumatique et avoir un stress qui est plutôt contrôlé parce que tout simplement il a une redondance ou parce qu'il a de l'épargne de côté, investissement, il a investi dans des actifs, etc. Et là, la meilleure solution, la meilleure partie du tableau qu'il faut viser, c'est l'antifragilité, donc l'hydre. L'hydre qui perd une tête et qui a 2 têtes qui repoussent, donc du coup qui est beaucoup plus forte. Donc là, on serait dans une situation où, grosso modo, tu aimes le risque, tu apprécies le stress. Pourquoi? Parce que le fait dans des situations de stress va te permettre de t'organiser et de rendre ta partie financière beaucoup plus robuste et d'augmenter en fait tes revenus alternatifs en dehors de ton revenu principal du travail. Je te donne un exemple. Tu as un revenu du travail, demain tu as un bien immobilier qui te permet d'avoir des revenus financiers, mais au cours des événements que tu as subis ou j'ai envie de dire eu dans ta vie, tu as compris la logique des choses et tu es parti dans des investissements type actifs, bien immobilier, etc. Donc demain ton salaire se coupe, tu as 5, 6, 7 biens immobiliers qui sont là pour tourner et te faire t'apporter de l'argent. Et par rapport à la première situation fragile, tu n'es plus en choc post-traumatique. Là, tu es en croissance post-traumatique parce que tu as été dans une situation où tu as vu que c'était difficile, tu as pris les bonnes actions et maintenant tu es plus fort qu'avant. Et bien entendu, la dernière partie, c'est contrairement à la première partie fragile où il n'y a absolument pas de redondance, dans la partie antifragile, tu as une multistrate de redondance qui sont plutôt agressives parce que non seulement tu investis dans l'immobilier, tu investis dans la bourse, tu as peut-être investi dans le private equity. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les intérêts composés, tous les ans, tu as plus de dividendes qui tombent, qui vont augmenter ton nominal, qui eux-mêmes vont augmenter tes dividendes futurs. Et c'est pareil pour les biens immobiliers où tu as indexation des loyers, remboursement de capital, etc., qui te permettent d'être résilient et en croissance sur le long terme et qui te permettent toujours de plus investir sur le long terme. Bon, j'espère que sur la fin, c'était pas trop compliqué. J'essaye un peu de croiser des informations type finance de marché avec des informations plutôt, on va dire, standard à suivre. Donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, et n'hésite pas, comme d'habitude, à activer la cloche, les notifications, à mettre un petit like, un commentaire. Si tu as quoi que ce soit, des questions à poser, tu es peut-être dans une situation de difficulté, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis
à bientôt et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.